Je crois que c'est là, dit Cynthia en pointant le doigt vers sa fenêtre. Est-ce que tu vois? Steve se pencha sur le volant et regarda à travers le pare-brise maculé de sang, bien que ce fût surtout le sable qui posa un véritable problème en se collant au sang. Il hocha la tête. Oui, il voyait bien la marquise à l'ancienne, retenue par des chaînes rouillées à la façade d'un vieil immeuble de briques. Il ne restait qu'une lettre sur la marquise, un R tordu. Il tourna à gauche, sur l'aire de la station d'essence Conoco. La pancarte disant Meilleur prix de toute la ville sur les cigarettes était tombée. Le sable s'était accumulé comme une congère contre le socle en béton de l'unique pompe. Mais où est-ce que tu vas demanda-t-elle. Je croyais que le gosse t'avait dit de venir au cinéma. Oui, répondit Steve, mais il a aussi dit de ne pas garer le camion trop près, et il a raison. Ça ne. Mais il y a un type là-dedans. Steve freina brutalement. Il y avait en effet un type dans le bureau de la station d'essence, renversé contre le dossier de son fauteuil, les pieds sur son bureau. On aurait pu le croire endormi, sauf que sa posture, surtout la curieuse façon dont sa tête reposait sur son cou. Il est mort, déclara Cynthia, en posant la main sur l'épaule de Steve qui ouvrait déjà la porte. C'est pas la peine, je le vois d'ici. Il nous faut quand même un endroit où cacher le camion, dit Steve. S'il y a de la place dans le garage, j'ouvrirai la porte et tu le rentreras. Inutile de lui demander si elle saurait le faire. Il n'avait pas oublié la maestria avec laquelle elle avait conduit sur la nationale 50. D'accord, dit-elle, mais fais vite. Sois sans crainte, Cynthia, dit-il en hésitant à sortir. Mais est-ce que tu vas vraiment bien? Elle sourit. Ce fut à l'évidence un effort, mais elle lui adressa un véritable sourire. Oui, pour l'instant. Et toi? La pêche, dit Steve. Il sortit et claqua la porte derrière lui. Il courut sur le goudron jusqu'au bureau de la station-service, stupéfait de la quantité de sable déjà accumulée, comme si le vent d'ouest avait l'intention d'enterrer la ville. À en juger par ce qu'il avait vu jusque-là, cela ne lui semblait pas une si mauvaise idée. Un buisson d'amarante était resté coincé dans la porte, ses brindilles squelettiques frémissant dans le vent avec un bruit d'insectes. Steve l'écarta à coups de botte et il s'éloigna dans la nuit. Cynthia était déjà au volant. Il lui adressa un petit salut de la main. Elle avait les poings serrés devant elle, le visage grave et tendu, mais elle leva les pouces. Mission de contrôle, on est OK. Steve sourit, hocha la tête et entra. Seigneur, ce qu'elle pouvait être drôle. Le type dans le fauteuil du bureau n'avait plus besoin que d'une tombe. Sous l'ombre de sa visière, son visage était violet, la peau tendue et luisante, marquée d'au moins 2 douzaines de taches noires. Pas de morsure de serpent, ni même de scorpion, elles étaient trop petites. Il y avait un magazine érotique sur le bureau. Steve lut à l'envers le titre Amante lesbienne. Une chose sortit de sous le plateau du bureau et, suivie de 2 congénères, passa sur les femmes nues de la couverture. Toutes trois arrivèrent à l'autre bout du bureau et s'arrêtèrent en ligne comme des soldats à la parade. 3 autres sortirent de sous le bureau et coururent vers lui sur le linoléum sale. Steve fit un pas en arrière, se reprit, puis abattit sa lourde botte. Il en eut 2 sur les 3. L'autre fit un crochet et fila sur la droite vers ce qui devait être les toilettes. Quand Steve regarda à nouveau le bureau, il vit 8 copines alignées sur le bord, comme des Indiens de cinéma sur la crête d'une montagne. C'étaient des recluses, connues aussi sous le nom d'araignées violon en raison du dessin qui, sur leur dos, rappelle vaguement la forme de cet instrument. Steve en avait vu beaucoup au Texas. Il s'était même fait piquer une fois, étant enfant, quand il jouait parmi les tas de bûches de sa tante. C'était là-bas, à Arnett, que ça s'était passé, et ça lui avait fait un mal de chien. Comme une piqûre de fourmi rouge, mais brûlante. Maintenant, il comprenait pourquoi le cadavre dégageait une telle odeur de pourriture, malgré la sécheresse du climat. Sa tante avait insisté pour désinfecter la plaie immédiatement à l'alcool, parce que, si l'on ne s'occupait pas d'une piqûre d'araignée violon, la chair autour commençait à pourrir. C'était dû à une substance dans leur salive, et si un assez grand nombre d'entre elles vous attaquaient en même temps... 2 autres recluses apparurent. Ces 2-là rampaient hors du creux sombre, entre les pages du registre ouvert de la station-service. Elles rejoignirent leur poste, 10 maintenant. Qui le regardait, il le savait, et une autre sortit des cheveux du pompiste, descendit le long de son front, de son nez, sur ses lèvres gonflées, et traversa sa joue. Maintenant, elle était probablement en route vers le colloque qui se tenait sur le bord du bureau, mais Steve ne prit pas le temps de s'en assurer.
Il se dirigea vers le garage en remontant son col. Selon son expérience, ce foutu garage en serait plein. Elles aimaient les lieux sombres. Alors, fais vite, d'accord, se dit-il. Il y avait un interrupteur à gauche de la porte. Une demi-douzaine de tubes fluorescents sales zonzonnèrent au plafond du garage. Il y avait 2 emplacements. L'un était occupé par une camionnette montée sur des pneus démesurés et transformée en véhicule tout-terrain. Peinture pailletée bleue, vagabond du désert écrit en rouge sur la portière du conducteur. L'autre place serait pour le rider, s'il arrivait à pousser une pile de pneus et la machine à rechapper. Il fit un signe à Cynthia, sans savoir si elle pouvait ou non le voir, et s'approcha des pneus. Il se penchait pour prendre le premier, quand un rat sortit du trou sombre au centre de la pile et planta ses dents dans sa chemise. Steve cria de surprise et de dégoût, et abattit son poing droit sur sa poitrine, fracassant le dos de l'animal. Le rat se tordit et pédala des pattes en poussant des cris aigus. Il essayait encore de mordre. « Merde! Oh merde, saloperie! Mais lâche, petite ordure !» cria-t-il. Pas si petite, pourtant, presque de la taille d'un chat adulte. Steve se pencha en avant, et sa chemise s'écarta de son corps. Il l'avait fait sans réfléchir, et il n'était pas conscient non plus d'être en train de crier et de jurer. Puis il saisit le rat par sa queue glabre et tira. Il y eut un bruit de déchirure quand sa chemise craqua, et le rat se plia en deux, en dépit de sa colonne vertébrale brisée, pour tenter de lui mordre la main. Steve, comme un Tom Sawyer fou, le lança au loin par la queue. Le rastéroïde fendit l'air et s'écrasa contre le mur derrière le vagabond du désert. Il s'immobilisa, ses pattes griffues rassemblées sur le ventre. Steve le regarda pour s'assurer qu'il n'allait pas se relever et l'attaquer à nouveau. Il tremblait de la tête aux pieds et claquait des dents comme s'il était frigorifié. Il y avait une longue table jonchée d'outils à droite de la porte. Il saisit un démonte-pneus et en frappa le tas de pneus qui roulèrent comme des cerceaux. 2 autres rats, plus petits, s'échappèrent, mais ils ne s'intéressèrent pas à lui et filèrent en couinant vers des zones plus sombres du garage. Il ne pouvait supporter une seconde de plus la chaleur du sang de rat contre sa peau. Il déboutonna sa chemise en tirant d'un coup sec et la retira. Il y était parvenu d'une seule main, pas question de lâcher le démonte-pneus. « Tu ne prendras mon démonte-pneus que de mes doigts refroidis par la mort, songea-t-il. Et il rit. Il tremblait toujours. Il examina attentivement sa poitrine, minutieusement, cherchant la moindre égratignure, mais il n'y en avait pas. « Quel bol !» murmura-t-il, en poussant la machine à rechapper contre le mur. « J'ai une de ces veines. Putain de rat !» Il courut vers la porte et pressa le bouton qui l'ouvrait. Tout en regardant partout pour repérer des rats, araignées ou autres charmantes surprises, il s'écarta afin de laisser à Cynthia la place d'entrée. Près de l'établi était suspendue à un clou une combinaison grise de mécanicien, et tandis que Cynthia faisait pénétrer le rider dans le garage, moteur rugissant et phare allumé, Steve entreprit de frapper la combinaison de son démonte-pneus, des chevilles au col, comme on bat un tapis, attentif à ce qui pourrait sortir des jambes ou des manches. Cynthia arrêta le moteur et descendit du camion. « Mais qu'est-ce que tu fais » demanda-t-elle. « Pourquoi est-ce que t'as retiré ta chemise ? Tu vas attraper la mort. La température a déjà... »« Des rats » la coupa-t-il. Il avait atteint le haut de la combinaison sans qu'aucune vie n'en sorte, et maintenant il redescendait. Il valait mieux prendre ses précautions. Il avait toujours dans les oreilles le bruit qu'avait fait la colonne vertébrale du rat quand il l'avait brisée. Il avait toujours la sensation de la queue du rat dans son poing. Elle était chaude, voire brûlante. « Des rats » dit Cynthia, en regardant autour d'elle. « Oui, et des araignées » dit Steve. « Ce sont les araignées qui ont eu le type dans... » Mais il était soudain seul. Cynthia, sortie du garage, courait sur le goudron, dans le vent, dans le sable, les bras en serrant ses maigres épaules. « Des araignées ! Oh, je déteste les araignées ! C'est pire que les serpents !» lui dit-elle méchamment, comme si la présence des araignées était de sa faute. « Allez, sors de là !» Il décida que la combinaison ne représentait aucun risque et la décrocha. Alors qu'il allait se débarrasser du démonte-pneus, il changea d'avis. La combinaison sur le bras, qui tenait le démonte-pneus, il vit soudain un t-shirt propre et plié, mais comment s'étonner encore de quoi que ce soit, qu'il prit et secoua d'un mouvement sec du poignet. Puis il pressa le bouton de fermeture de la porte et rejoignit Cynthia. Elle avait raison, il commençait à faire froid. La poussière alcaline se coulait à ses épaules nues et à son ventre.
Il se contorsionna pour enfiler le t-shirt et la combinaison, qui étaient un peu larges, mais mieux valait un sac qu'un truc trop moulant. Oh, je suis désolé, dit Cynthia, avec une grimace, tandis qu'elle se protégeait le visage d'une nouvelle rafale qui projetait du sable sur elle. C'est que les araignées, c'est à un point. Oh, je ne peux pas. Mais quel genre, d'ailleurs? Oh, tu n'aimerais pas le savoir, dit-il, en remontant la fermeture à glissière de la combinaison. Est-ce que tu n'as pas laissé quelque chose dans le camion demanda-t-il en lui entourant les épaules d'un bras. Mon sac à dos, dit Cynthia. Mais je crois que je pourrais me passer de changer de sous-vêtements ce soir. Et le téléphone. Il tapota la poche avant gauche de son jean à travers la combinaison. Je ne pars jamais sans, dit-il. Quelque chose le chatouilla sur la nuque, et il frappa comme un fou, pensant aux araignées alignées au bord du bureau, soldats de quelque cause inconnue au pays de nulle part. Qu'est-ce qui ne va pas demanda Cynthia. Oh, je suis juste un peu nerveux, dit Steve. Allez, viens, allons au cinéma. Oh, dit-elle d'une petite voix idiote qui le fit craquer. Un rendez-vous? Oh, oui, merci. Tandis que Tom Billingsley conduisait Marie, les Carver et le plus grand romancier américain vivant, du moins selon son propre avis, dans une ruelle encaissée entre l'Ouest américain et la grainerie et aliments pour bétail de Désolation, le vent hurlait au-dessus d'eux comme de l'air s'engouffrant dans le goulot d'une bouteille. « N'allumez pas les torches, dit Ralph. « C'est juste, approuva Billingsley. Et attention, il y a des poubelles et des tas de vieilleries, et du bois. » Ils contournèrent un tas de boîtes de conserve et la pile de bois. Marie sursauta quand Marinville lui prit le bras, parce qu'elle ne comprit pas tout de suite que ce n'était que lui. Quand elle vit les longs cheveux de la vedette, elle tenta de se dégager. « Épargnez-moi vos gestes chevaleresques, je me débrouille très bien. »« Peut-être, mais pas moi, dit Johnny. Je n'y vois goutte la nuit. Je pourrais aussi bien être aveugle, dit-il en la retenant. Sa voix avait changé. Elle n'était pas devenue vraiment humble. Marie avait dans l'idée que John Marinville ne pouvait pas plus être humble que certains tiraient un dos d'une flûte, mais au moins une voix humaine. Et elle le laissa tenir son bras. « Est-ce que vous voyez des coyotes » demanda Ralph à voix basse. Marie résista à l'envie de faire un commentaire acerbe. Il avait enfin renoncé au « madame ». Non, dit-elle, je vois à peine mes propres mains. Ils sont partis, dit David, d'une voix parfaitement assurée. Pour l'instant, du moins. Et comment le sais-tu demanda Johnny. Comme ça, dit David en haussant les épaules. Et Marie se dit qu'il pouvait le croire sur parole, au degré de folie où ils en étaient arrivés. Billingsley leur fit tourner le coin du bâtiment. Une clôture de bois branlante courait le long de l'arrière du cinéma, laissant un espace d'un peu plus d'1 mètre. Le vieil homme s'y engagea, les mains tendues devant lui. Les autres suivirent en file indienne. Il n'y avait pas de place pour marcher de front. Marie commençait à croire que Billingsley les avait amenés ici pour quelque folle chasse au canard, quand il s'arrêta. « Nous y voilà, dit-il. » Il se pencha, et Marie le vit ramasser quelque chose, une caisse, semblait-il, qu'il posa sur une autre. Puis il grimpa sur cette plateforme improvisée, en grimaçant. Il se trouvait à la hauteur d'une fenêtre à vitre cathédrale sale, sur laquelle il appliqua ses mains ouvertes comme des étoiles de mer. Il poussa, et le panneau glissa vers le haut. « C'est les toilettes des dames, dit-il. Attention, il faut sauter. » Il se retourna et passa par la fenêtre, comme un grand garçon ridé pénétrant dans le club du gang de la colline. David le suivit, puis son père. Johnny Marinville faillit tomber de la caisse en se retournant. Il était effectivement presque aveugle dans le noir. Marie en prit note et se jura de ne jamais monter dans une voiture qu'il conduirait. Mais la moto? Avait-il vraiment traversé presque tout le pays à moto? Dans ce cas, Dieu devait l'aimer beaucoup plus qu'elle ne l'aimerait jamais. Elle le saisit par sa ceinture pour le retenir. « Oh, merci, dit-il. » Cette fois, il avait vraiment une voix humble. Il se contorsionna pour passer par la fenêtre, soufflant et grognant, ses longs cheveux retombant sur son visage. Marie jeta un regard circulaire, et pendant un instant, elle entendit des voix de fantômes dans le vent. « Tu n'as pas vu ? Vu quoi ? Sur ce panneau, le panneau de limitation de vitesse. Et alors ? Il y avait un chat mort dessus. » Debout sur la caisse, elle se dit « Les gens qui ont prononcé ces paroles sont vraiment des fantômes parce qu'ils sont morts. Moi, autant que lui. La Marie Jackson qui a entrepris ce voyage n'est plus.
La personne qui se tient derrière ce vieux cinéma est quelqu'un d'autre. Elle passa son arme et sa lampe torche par la fenêtre aux mains qui se tendaient pour les prendre, puis se retourna et se faufila sans peine dans les toilettes. Ralph la rattrapa par les hanches et la déposa sur le sol. David explorait les lieux avec sa torche, une main au-dessus de l'ampoule. L'endroit dégageait une odeur qui lui fit froncer le nez, humidité, pourriture et alcool. Une caisse de bouteilles vides attendait dans un coin. Dans une des cabines, on avait entreposé 2 grands récipients en plastique remplis de canettes de bière. Ils se trouvaient au-dessus d'un trou où, jadis, probablement, il y avait eu une cuvette. À l'époque de la mort de James Dean, à en croire l'aspect des lieux, se dit-elle. Elle se rendit compte qu'elle ferait volontiers étape aux toilettes, et qu'en dépit de l'odeur qui régnait ici, elle avait faim. Pourquoi pas? Elle se sentit coupable d'avoir faim, alors que Peter ne mangerait jamais plus, mais elle se dit que ce genre de scrupule lui passerait. C'était le pire, à bien y réfléchir. Oh oui, c'était le pire. Bordel de Dieu, dit Marinville, en sortant sa propre torche de sa chemise pour éclairer la pile de canettes de bière vide. Vos amis et vous deviez organiser de sacrées fiestas. On nettoie les lieux chaque mois, dit Billingsley sur la défensive. Pas comme les gosses qui faisaient n'importe quoi à l'étage jusqu'à ce que l'escalier de secours s'écroule l'hiver dernier. On ne pisse pas dans les coins et on ne consomme pas non plus de drogue. Marinville contempla la caisse de bouteilles vides. Oui, si en plus du whisky vous consommiez de la drogue, vous exploseriez sûrement, dit-il. Et où est-ce que vous pissez, si cela ne vous ennuie pas que je vous pose la question demanda Marie. Parce que j'aimerais assez. Il y a des toilettes portables de l'autre côté du couloir, chez les hommes, dit Billingsley. Comme celles qu'on met dans les chambres de malades, et on les tient propres aussi. Il posa sur Marinville un regard mi-agressif, mi-craintif. Marie se dit que Marinville se préparait sans doute à cartonner, et que visiblement Billingsley le voyait venir. « Excusez-moi, dit-elle, est-ce que je peux vous emprunter votre torche, Johnny ?» Elle tendit une main qu'il regarda d'un air méfiant, puis il la lui donna. Elle le remercia et se dirigea vers la porte. « Oh, c'est drôlement chouette, dit doucement David. Elle attendit. Le gamin avait arrêté le faisceau de sa lampe sur une des rares portions du mur où le carrelage était presque encore intact. À cet endroit, quelqu'un avait dessiné au feutre de couleur un superbe poisson bariolé. C'était un de ces animaux à large queue, plus ou moins mythologiques, comme ceux que l'on voyait parfois voguer sur les océans des très vieilles cartes marines. Il n'y avait pourtant rien d'effrayant, ni de monstrueux, dans celui qui nageait sur le mur, au-dessus du distributeur de Kleenex cassé. Avec ses yeux bleus à la Betty Boop, ses ouïes rouges et sa nageoire dorsale jaune, le poisson avait quelque chose de charmant. Ici, dans cette obscurité puante et fétide, c'était presque une vision miraculeuse. Un carreau seulement était tombé, et avec lui la partie inférieure de sa queue. « Monsieur Billingsley, demanda David, est-ce que c'est vous ?»« Oui, mon garçon, répondit le vieil homme d'une voix à la fois fière et gênée. C'est moi qui l'ai dessiné. J'étais probablement ivre ce jour-là, ajouta-t-il en regardant Marinville. Marie, à la porte, s'attendit à une réponse cinglante de Johnny, mais il la surprit. J'ai commis moi aussi quelques poissons ivres, avec des mots plutôt qu'avec des crayons de couleur, mais j'imagine que le principe est le même. Pas mal, Billingsley, mais pourquoi ici? Parce que j'aime cet endroit, dit Billingsley avec une grande dignité. Surtout depuis que les gosses n'y viennent plus. Non pas qu'ils nous dérangeaient beaucoup, ils aimaient surtout le balcon. Je suppose que ça va vous sembler idiot, mais ça m'est égal. C'est ici que je viens retrouver mes copains depuis que je ne suis plus au conseil municipal. J'attends avec impatience les soirées que je passe avec eux. Ce n'est rien qu'un vieux cinéma. Il y a des rats partout et les sièges sont moisis, mais après, ça nous regarde. Ça ne regarde que nous, quoi. Sauf que maintenant, je suppose qu'ils sont tous morts. Dick, Tom, Cash, tous mes vieux potes. Il émit un cri dur, comme le croassement d'un corbeau, et Marie sursauta. « Monsieur Billingsley, demanda David, est-ce que vous pensez qu'il a tué tout le monde dans cette ville ?»« C'est dingue, déclara Marinville. Ralph lui tira le bras, comme si c'était un cordon au bout d'une lampe. « Plus doucement, dit-il. » Billingsley regardait toujours David en se frottant sous les yeux de ses longs doigts déformés. « Je crois qu'il en est capable, dit-il, avant de tourner un instant les yeux vers Marinville. « Je crois qu'il a au moins essayé. »« Mais de combien de gens parlons-nous » demanda Ralph. « À désolation, fit Billingsley.
190, 200 peut-être. Avec les nouveaux venus à la mine, 50 ou 60 de plus. Mais c'est difficile de dire combien il y en a ici, et combien au puits. Au puits demanda Marie. Oui, le puits chinois, celui qu'ils ont rouvert pour le cuivre. Ne me dites pas qu'un homme, même fort comme un orignal, a pu faire le tour de la ville et tuer 200 personnes, dit Johnny. Parce que, excusez-moi, mais je ne le crois pas. Je veux dire que je crois autant qu'un autre à l'esprit d'entreprise américain, mais à ce point c'est de la folie. Bon, mais il en a peut-être raté quelques-unes au premier passage, dit Marie. N'avez-vous pas dit qu'il avait renversé un type en vous amenant en voiture, qu'il l'avait renversé et lui avait roulé dessus? Mais je croyais, dit Marinville en fronçant les sourcils, que vous deviez aller vous soulager. Je suis très résistante, dit-elle. Est-ce qu'il a fait ça, n'est-ce pas? Il a écrasé quelqu'un dans la rue, vous l'avez dit. Oui, d'accord, dit Johnny. Rancourt, il l'a appelé. Billy Rancourt. Oh, Seigneur, dit Billingsley en fermant les yeux. Vous le connaissiez? Demanda Ralph. Monsieur, dans une bourgade de cette taille, tout le monde connaît tout le monde, dit Billingsley. Billy travaillait au magasin d'alimentation et il coupait les cheveux quand il avait le temps. Ah, d'accord, je sais, dit Johnny. Un Tringuian a écrasé ce Rancourt dans la rue. Il l'a écrasé comme un chien. Je suis prêt à accepter l'idée qu'il a tué beaucoup de gens. Je sais de quoi il est capable. Vraiment? Demanda doucement David. Et ils se tournèrent tous vers lui. David regardait au loin. Il regardait le poisson multicolore qui flottait sur le mur. Pour un type seul, tuer des centaines de gens, dit Marinville, avant de s'interrompre, comme s'il avait perdu le fil de ses idées. Même s'il l'a fait la nuit, je veux dire, les gars. Et peut-être qu'il n'était pas seul, le coupa Marie. Peut-être que les busards et les coyotes l'ont aidé. Marinville essaya de repousser cette idée. Même dans la pénombre, elle vit qu'il essayait, mais il renonça. Avec un soupir, il se frotta une tempe, comme s'il avait mal. Bon, d'accord, peut-être qu'il l'a fait. L'oiseau le plus laid de l'univers a essayé de me scalper quand il lui en a donné l'ordre. Ça, je sais que c'est arrivé, mais quand même. C'est comme l'histoire de l'ange de la mort dans l'Exode, dit David. Les Israélites devaient mettre du sang sur leurs portes pour montrer qu'ils étaient les bons, vous savez. Sauf que là, c'est lui, l'ange de la mort. Alors pourquoi est-ce qu'il nous a épargnés, nous? Il aurait pu nous tuer aussi facilement qu'il a tué la puce ou votre époux, Marie. Et pourquoi est-ce qu'il ne nous a pas tués, monsieur Billingsley, s'il a tué tous les autres en ville? Pourquoi pas vous? Je n'en sais rien, répondit Billingsley avec un haussement d'épaules. J'étais couché chez moi, ivre. Il est venu dans sa nouvelle voiture, celle que je l'aidais à choisir, et il m'a embarqué. Il m'a frappé dans le dos, et il m'a traîné en tôle. Je lui ai demandé pourquoi, qu'est-ce que j'avais fait, mais il n'a rien voulu dire. Je l'ai supplié, j'ai pleuré. Je ne savais pas qu'il était fou, pas encore. Comment aurais-je pu le savoir? Il était silencieux, mais il n'a rien fait qui puisse me montrer qu'il était fou. C'est plus tard que cette idée m'est venue, mais au début, j'ai seulement cru que j'avais fait une connerie dont je ne me souvenais pas à cause de ma cuite, que j'avais pris le volant peut-être, et que j'avais eu un accident. Ça m'est déjà arrivé une fois. Et quand est-ce qu'il est venu vous chercher? Demanda Marie. Billingsley réfléchit. Avant-hier, juste avant le coucher du soleil. J'étais au lit, j'avais mal à la tête, et j'étais sur le point d'aller chercher de quoi faire passer ma cuite. De l'aspirine et un petit coup de remontant. Il est arrivé et il m'a sorti du lit. J'étais en caleçon, mais il m'a laissé m'habiller. Il m'a même aidé. Mais il m'a pas laissé boire un seul verre, et pourtant je tremblais comme une feuille. Il m'a pas dit pourquoi il m'embarquait. Il s'interrompit et recommença à se frotter les yeux. Marie aurait voulu qu'il s'arrête, ça la rendait nerveuse. Plus tard, après qu'il m'ait eu jeté en cellule, il m'a apporté à dîner, un vrai dîner chaud. Il s'est assis au bureau un petit moment, et il a dit quelques trucs. C'est à ce moment que j'ai commencé à me dire qu'il devait être fou, parce que rien de ce qu'il disait n'avait de sens. Je vois des trous comme des yeux, dit Marie. Oui, des trucs comme ça, approuva Billingsley. Ma tête est pleine d'oiseaux noirs, ça aussi je m'en souviens. Et plein d'autres machins que j'ai oubliés. Mais, à part le fait que vous viviez ici, vous êtes comme nous, dit David. Et vous ne savez pas plus que nous pourquoi il vous a laissé en vie? Oui, c'est exact, dit Billingsley. Et vous, monsieur Marinville, qu'est-ce qui vous est arrivé? Demanda David. Marinville leur raconta comment le flic s'était garé derrière sa moto pendant qu'il pissait en contemplant le paysage au bord de la route,
et comment il avait semblé gentil au début. On a parlé de mes livres, dit-il. Je l'ai pris pour un admirateur. J'étais sur le point de lui donner un putain d'autographe. Oh, excuse mon langage, David. Oui, bien sûr, vous en faites pas. Mais est-ce que des voitures sont passées pendant que vous parliez? Je crois que oui. Quelques-unes, dit Johnny. Oui, je crois. Et 2 camions. Mais je n'y ai pas prêté attention. Mais il ne s'en est pas pris à eux, dit David. Non, dit Johnny. Juste à vous, ajouta David. Marinville regarda l'enfant d'un air pensif. Donc, il nous a choisis, insista David. Eh bien, peut-être, dit Johnny. Mais je ne peux pas en être sûr. Tout semblait aller jusqu'à ce qu'il trouve la drogue. Ouah, ouah, pousse, dit Marie en levant les mains. Cette drogue que vous aviez. Mais ce n'était pas la mienne, dit Johnny en se tournant vers elle. Ne montez pas sur vos grands chevaux. Est-ce que vous croyez que j'aurais entrepris de traverser le pays sur une Harley avec une demi-livre d'herbe dans mes affaires? Je suis peut-être un peu allumé, mais pas à ce point. Marie se mit à rire. Cela augmentait son envie de pisser, mais elle ne pouvait s'en empêcher. C'était trop, vraiment trop. Est-ce qu'il n'y avait pas un macaron dessus demanda-t-elle, en riant plus fort que jamais. Elle n'avait pas vraiment besoin qu'il réponde à cette question, mais elle voulait quand même l'entendre. Un autocollant Monsieur Smiley. Mais comment le savez-vous demanda Johnny. Marinville n'en revenait pas. Il ressemblait beaucoup à Arlo Guthrie, tout d'un coup, au moins à la lumière des torches, et les gloussements de Marie se transformèrent en fou rire. Si elle n'allait pas tout de suite aux toilettes, elle allait mouiller son pantalon. Parce qu'il venait de notre coffre, dit-elle, en se tenant le ventre. Il appartenait à ma belle-sœur. Elle est complètement timbrée, et Antragan est peut-être fou, mais au moins il se recycle. Excusez-moi, je suis sur le point d'exploser. Elle traversa le couloir, et ce qu'elle vit en ouvrant la porte des toilettes des hommes la fit rire encore plus fort. Au centre de la pièce se dressaient comme un trône d'opérette des toilettes portables avec leurs sacs de toile suspendus sous le siège dans un cadre métallique. Le mur d'en face s'ornait aussi d'un dessin au feutre de la même main que le poisson. Cette fois, c'était un cheval au galop. De la fumée orange lui sortait des naseaux et ses yeux étincelaient d'un féroce éclat rose. Il semblait galoper vers une prairie à l'est du soleil et à l'ouest des lavabos. Aucun des carreaux n'était tombé, mais la plupart ondulaient sur le mur gondolé, imprimant à l'étalon une déformation onirique. Dehors, le vent hurlait. En déboutonnant son pantalon pour s'asseoir sur la froide lunette des toilettes, Marie pensa soudain à la façon dont Peter, parfois, portait la main à sa bouche quand il riait, son pouce touchant une de ses commissures, son index l'autre, comme si le rire le rendait vulnérable. Et soudain, sans transition, elle fondit en larmes. Comme tout cela était stupide. Être veuve à 35 ans, se retrouver au milieu d'une ville pleine de cadavres, assise dans les toilettes pour hommes d'un cinéma abandonné, sur un pot de chambre portable, pissant et pleurant en même temps, pissant et gémissant, dirons-nous, les yeux rivés sur un animal au mur, tellement déformé qu'il semblait courir sous l'eau. Comme il était stupide d'avoir peur à ce point et de sentir son chagrin effacé par une farouche détermination à survivre à tout prix, comme si Peter n'avait jamais rien signifié pour elle, comme s'il n'avait été qu'une note en bas de page. Comme il était stupide d'avoir si faim, et pourtant elle avait faim. Mais pourquoi cela était-il arrivé? Pourquoi cela m'arrive-t-il à moi? Murmura-t-elle, enfouissant son visage dans ses mains. Si Steve ou Cynthia avaient eu un pistolet, ils l'auraient probablement abattu. Ils passaient devant la chope. L'enseigne au néon disait « Vous êtes les bienvenus » quand la porte d'à côté, celle de la laverie automatique, s'ouvrit et qu'une femme en jaillit. Steve, ne distinguant qu'une forme sombre, empoigna son démon de pneu à 2 mains et le brandit au-dessus de son épaule pour la frapper. « Non » dit Cynthia en le saisissant au poignet. « Ne fais pas ça !» La femme, Cynthia ne distinguait encore qu'une masse de cheveux noirs et de peau blanche, saisit Steve aux épaules et colla presque son visage contre le sien. Cynthia se dit qu'elle n'avait sans doute même pas vu le démon de pneu, et elle va lui demander s'il a trouvé Jésus. Mais bien sûr, il ne s'agissait pas du tout de ça. « Il faut qu'on parte, dit-elle dans un murmure rauque. « Tout de suite !» Elle jeta un coup d'œil par-dessus son épaule, puis regarda brièvement Cynthia, semblant l'oublier complètement pour se concentrer à nouveau sur Steve. Cynthia avait déjà été confrontée à ce genre de comportement et n'en fut pas offensée. Dans une situation critique, certaines femmes ne prêtaient attention qu'aux hommes.
C'est parfois dû à la façon dont elles avaient été élevées. Le plus souvent, cela semblait imprimé dans leur joli petit circuit de poupée Barbie. Cynthia la voyait mieux maintenant, en dépit de l'obscurité et du sable qui volait. Une femme plus âgée qu'elle, 30 ans au moins, l'air intelligent, plutôt sexy. Ses longues jambes sortaient d'une robe courte qui lui donnait l'air un peu godiche, comme si elle n'avait pas l'habitude d'être en robe. Elle n'avait pourtant rien de gauche, à en juger par la façon dont elle bougeait. Quand Steve bougeait, on aurait dit qu'il dansait. « Vous avez une voiture » demanda-t-elle. « Ça ne sert à rien » répondit Steve. « La route est bloquée à la sortie de la ville. »« Bloquée ? Mais comment » demanda la femme. « Des caravanes » répondit Steve. « Où ça ?»« Près de la compagnie minière » dit Cynthia. « Mais ce n'est pas le seul problème, il y a beaucoup de morts. »« Et c'est à moi que vous le dites » s'exclama-t-elle avec un rire strident. « Collie est devenu complètement fou. Je l'ai vu tuer une demi-douzaine de personnes de mes propres yeux. Il les a poursuivis en voiture et leur a tiré dessus comme si c'était du bétail et la rue un abattoir. » Elle s'agrippait toujours à Steve, le secouant en parlant, comme si elle le grondait, mais elle regardait partout à la fois, l'œil aux aguets. « Il ne faut pas qu'on reste dans la rue, » reprit-elle. « S'il nous attrape, et entrez ici, c'est un lieu sûr, j'y suis depuis hier après-midi. Il est venu une fois, et je me suis caché sous le bureau. J'ai cru qu'il me repérerait à mon parfum et qu'il m'attraperait, qu'il ferait le tour du bureau et me trouverait. Mais non. Peut-être qu'il avait le nez bouché. » Elle partit d'un rire hystérique, puis se gifla pour se forcer à s'arrêter. C'était drôle, mais assez perturbant aussi, le genre de choses que font parfois les personnes des vieux dessins animés. Cynthia secoua la tête. « Non, pas à la laverie, au cinéma, il y a d'autres gens là-bas. »« J'ai vu son ombre, » dit la femme. Elle n'avait pas lâché Steve et le buvait du regard, comme si elle s'apprêtait à lui faire des confidences, comme si elle pensait qu'il était Humphrey Bogart et elle Ingrid Bergman et que la caméra était en train de les filmer. « Oui, j'ai vu son ombre sur le bureau et je m'attendais à... Mais il ne m'a pas trouvé. Je crois qu'on sera en sécurité dans le bureau pour réfléchir à ce qu'on peut faire. » Cynthia tendit la main et prit le menton de la femme pour l'obliger à tourner le visage vers elle. « Mais qu'est-ce que vous faites » lui demanda la femme d'une voix furieuse. « Qu'est-ce qui vous prend ?»« J'essaye d'attirer votre attention, » dit Cynthia. Elle lâcha le visage de la femme, qui se retourna immédiatement vers Steve, d'un geste aussi automatique qu'une fleur suivant le soleil. « J'étais sous le bureau, » reprit-elle, « et il faut qu'on... Écoutez, il faut qu'on... » Cynthia saisit à nouveau la femme par le menton et lui tourna la tête dans sa direction. « Et cocotte, écoute-moi un peu. Le cinéma, il y a d'autres gens au cinéma. » La femme la regarda, fronçant les sourcils, comme si elle essayait de trouver un sens à ses paroles. Puis elle regarda par-delà l'épaule de Cynthia, la marquise retenue par des chaînes de l'Ouest américain. « Le vieux cinéma » fit la femme. « Oui, » dit Cynthia. « Vous êtes sûr ? J'ai essayé d'entrer hier soir à la nuit tombée, mais la porte est fermée. »« On doit passer par l'arrière, » dit Steve. « J'ai un ami dedans, et c'est lui qui m'a indiqué le chemin. »« Mais comment il a fait ça ?» demanda d'un air soupçonneux la femme aux cheveux noirs. Mais quand Steve commença à marcher dans cette direction, elle se laissa entraîner. Cynthia se plaça de l'autre côté de la femme. « Comment il a fait ça ?» répéta-t-elle. « Par téléphone cellulaire, » dit Steve. « Il marche pas trop bien par ici en général, avec tous ces minerais, » dit la femme. Ils passèrent sous la marquise du cinéma. Un buisson d'amarante, coincé entre la caisse et la porte de gauche, crépitait comme des maracas, et ils s'arrêtèrent à l'angle. « Voilà la ruelle, » dit Cynthia. Elle s'y engagea, mais la femme resta plantée là où elle était, sourcils froncés, posant alternativement les yeux sur Steve et sur Cynthia. « Mais quels amis, quels autres gens, et comment sont-ils arrivés là ? Comment ça se fait que cet enfoiré de Colline ne les a pas tués ? » « On en parlera plus tard, » dit Steve en lui serrant le bras. Elle résista, et quand elle reprit la parole, sa voix était méconnaissable. « Vous me conduisez à lui, n'est-ce pas ?»« Madame, on ne sait même pas de qui vous parlez, » dit Cynthia. « Alors pour l'amour du ciel, venez. »« J'entends un moteur, » dit Steve en inclinant la tête. « Ça vient du sud, je crois. En tout cas, ça se rapproche. »« C'est lui, » chuchota la femme en arrondissant les yeux. Elle regarda par-dessus son épaule, comme si elle regrettait la protection du bureau de la laverie, puis prit la décision de filer dans la ruelle. Elle arriva si vite à la clôture, à l'arrière du cinéma, que Cynthia et Steve durent courir pour la rattraper. «
Vous êtes bien sûr, commença la femme, mais une lampe torche s'alluma une fois, plus loin, sur l'arrière du bâtiment. Ils avancèrent en file indienne, Steve entre les deux femmes, celle de la laverie devant lui. Il prit sa main, très froide, dans sa main droite, et tendit la gauche vers celle de Cynthia, un peu plus tiède. La femme aux cheveux noirs les entraîna lentement sur le chemin. La lampe envoya un autre appel, dirigeant cette fois le faisceau lumineux vers le bas pour éclairer deux caisses empilées. « Monte et entre là !» murmura une voix que Steve fut enchanté d'entendre. « Patron ?» Lui-même, dit Marinville d'une voix souriante. « J'adore ta tenue de camouflage, c'est tellement viril. Allez, entre, Steve. »« On est trois. »« Oh, plus on est de fous, plus on rit, » répondit Johnny. La femme aux cheveux noirs releva sa jupe serrée pour monter sur les caisses, et Steve vit que le patron profitait du spectacle. Apparemment, même l'apocalypse ne pouvait changer certaines choses. Steve aida ensuite Cynthia à monter, puis la suivit. Il se retourna, glissa une jambe à l'intérieur, et avant d'entrer complètement, donna un coup de pied à la caisse du dessus pour qu'elle tombe plus loin. Il ne savait pas si cela suffirait à berner le type dont la femme aux cheveux noirs avait si peur, si jamais il venait rôder dans le coin. Mais c'était mieux que rien. Il sauta dans la pièce, un repère de poivreaux comme il n'en avait jamais vu, puis serra son patron contre son cœur. Marinville rit, à la fois de surprise et de plaisir. « Oh, pas la langue, Steve, j'insiste, » dit Johnny. Steve ne lui lâchait pas les épaules, tout sourire. « Je te crus mort, patron. J'ai retrouvé ta moto enterrée dans le sable. »« Tu l'as trouvée » s'étonna Marinville avec ravissement. « Nom de Dieu !»« Et que t'est-il arrivé » demanda Steve. Marinville remonta la torche sous son menton, transformant son visage tuméfié et décoloré en une vision d'horreur. Le nez n'était plus qu'un amas de chair écrasée. Son sourire, bien qu'enjoué, n'arrangeait pas les choses. « Est-ce que tu crois que si je faisais une conférence pour le Pen Club dans cet état, tous ces cons finiraient par m'écouter » demanda Johnny. « Oh putain, on vous a salement amoché » dit Cynthia, d'un ton admiratif. « C'est un Tragian » répondit gravement Marinville. « Est-ce que vous l'avez rencontré ?»« Non » dit Steve, « et à en juger par ce qu'on en sait jusque-là, on n'a pas très envie. » La porte s'ouvrit, grinçant sur ses gonds, et un enfant entra, cheveux courts, teint blanc, t-shirt des Cleveland Indians. Il tenait à la main une lampe torche, qu'il promena rapidement d'un visage à l'autre. Tout se mit en place dans l'esprit de Steve, aussi précisément que les pièces d'un puzzle, sans doute grâce au t-shirt du gamin. « Vous êtes Steve » demanda l'enfant. « Oui, c'est moi, » répondit-il. « Steve Ames. Et voici Cynthia Smith. Et toi, tu es mon jeune correspondant ?» L'enfant sourit faiblement. « Tu as bien choisi ton moment, David, » reprit Steve. « Tu ne sauras probablement jamais à quel point. Et je suis très content de te rencontrer. C'est David Carver, n'est-ce pas ?» Il s'avança et serra la main libre de l'enfant, heureux de l'étonnement qu'il lisait sur son visage. Dieu seul savait à quel point ce gosse l'avait surpris en lui parlant au téléphone. « Mais comment connaissez-vous mon nom » demanda David. Cynthia prit la main de David quand Steve la lâcha. Elle la serra fermement. « On a retrouvé ton Humvee, ou ton Wimbago, ou je ne sais quoi, et Steve a regardé tes cartes de baseball. »« Mais honnêtement, » demanda Steve, « est-ce que tu crois que Cleveland gagnera un jour le championnat ?»« Oh, je m'en moque, » dit David, « pourvu que je puisse encore les voir jouer une fois. » Cynthia se tourna vers la femme de la laverie, celle qu'ils auraient pu abattre s'ils avaient eu des flingues. « Et voici Audrey Weiler, » dit la femme aux cheveux noirs. « Je suis géologue consultant pour la compagnie minière Diablo. Du moins, c'est ce que j'étais. » Elle parcourut les toilettes pour dames avec des yeux ronds, passant en revue les caisses d'alcool, les poubelles pleines de canettes de bière, le poisson fabuleux nageant sur un mur carrelé crasseux. « Pour l'instant, je ne sais pas trop qui je suis. J'ai l'impression d'être un pâté de viande oublié 3 jours hors du réfrigérateur. » Tout en parlant, elle se tourna peu à peu vers Marinville, un peu comme elle s'était tournée vers Steve devant la laverie, et lui resservit le même discours. « Il faut qu'on parte d'ici. Votre copain dit que la route qui sort de la ville est bloquée, mais j'en connais une autre qui part de la plateforme de chargement au bout de la zone de fret et rejoint la Nationale 50. Elle est dans un sale état, mais il y a plein de véhicules tout-terrain au garage, une demi-douzaine au moins. Je suis certain que tout ce que vous savez nous sera très utile, mais je crois que nous devons différer notre départ pour un temps, dit Johnny. Il avait utilisé une voix apaisante et professionnelle que Steve reconnut tout de suite.
C'était celle dont le patron usait avec les femmes. C'étaient toujours des femmes, généralement la cinquantaine avancée, voire la soixantaine, femmes qui organisaient ces conférences, celles qu'il appelait ses rampes de lancement culturel. Oui, il vaut mieux que nous parlions d'abord un peu de tout ça. Venez dans la salle. Je crois que vous serez impressionné par notre installation. Mais vous êtes stupide ou quoi fit la femme. On n'a rien à discuter, on a juste à partir d'ici. Vous ne semblez pas comprendre ce qui s'est passé. Ce type, Colin Tragan. Marinville leva sa torche et éclaira son visage un moment pour qu'elle puisse bien le regarder. Je l'ai rencontré, comme vous pouvez voir, et je comprends parfaitement bien. Mais venez dans la salle de cinéma, madame Weiler, et nous allons en parler. Je conçois que cette idée vous soit insupportable, mais il le faut. Les menuisiers ont une loi, mesurer 2 fois pour ne couper qu'une fois. C'est une règle qui s'applique dans bien des cas, êtes-vous d'accord? Elle le regarda d'un air exaspéré, mais quand il gagna la porte que David avait déjà franchie, elle le suivit, de même que Steve et Cynthia. Dehors, le vent hurlait autour du cinéma, le faisant geindre jusque dans ses fondations. La forme sombre d'une voiture avec une barre lumineuse sur le toit, traversait lentement l'obscurité hurlante, s'éloignant du rempart sinistre qui signalait le puits chinois pour gagner le sud de la ville de désolation. Elle avait éteint ses phares. La chose au volant voyait très bien dans le noir, même dans ce noir plein de grains de sable voltigeant partout. La voiture passa devant la bodega, à l'extrémité sud de la ville. La pancarte indiquant « cuisine mexicaine » était maintenant presque entièrement recouverte de sable. Tout ce que révélait encore la faible ampoule du porche était « In Mexi ». La voiture arriva lentement dans la rue de l'hôtel de ville et alla se garer sur le parking. Au volant, la grande silhouette tassée, portant un ceinturon Sam Brown, avec un badge sur la bandoulière, chantait un vieil air d'une voix morne et sourde. La créature, à la place du chauffeur, arrêta le moteur de la Caprice et resta assise, tête baissée, les doigts tapotant le volant. Un busard agita la poussière dans l'air, rajusta sa trajectoire de vol quand une rafale le déséquilibra et vint se poser sur le capot de la voiture. Un second le suivit, puis un troisième. Le dernier arrivé cria contre ses collègues et arrosa le capot d'une giclée de guano. Ils s'alignèrent pour regarder à travers le pare-brise sale. « Les Juifs, dit la créature, les Juifs doivent mourir, les Mormons aussi. Tac !» La porte s'ouvrit, un pied sortit, puis un autre. La silhouette au ceinturon Sam Brown se leva et claqua la porte. Elle serrait son nouveau chapeau sous le bras pour l'instant. Dans son autre main, elle tenait le fusil que cette femme, Marie, avait pris sur le bureau. Elle fit le tour du bâtiment jusqu'à la porte d'entrée. Là, flanquant les marches du perron, attendaient 2 coyotes. Ils gémirent d'un air apeuré et se recroquevillèrent à l'approche de la silhouette, qui passa sans réagir à leur mystérieux sourire de chien. Elle tendit la main vers la porte, mais se figea. La porte était fracassée. Le vent l'avait poussée, mais... « Mais qu'est-ce que... » murmura la créature. Elle entra et monta l'escalier en quelques enjambées, enfonçant son chapeau sur sa tête. Il fallut appuyer fort, parce qu'il n'entrait pas très bien. Puis elle prit son arme à 2 mains. Un coyote gisait mort sur le palier. La porte qui menait à la zone de détention était ouverte. La chose, qui tenait le fusil de chasse dans ses mains, entra, sachant déjà ce qu'elle trouverait, mais cette certitude n'atténua pas le rugissement de rage qui monta de sa poitrine. Dehors, au pied du perron, les coyotes gémirent, s'aplatirent, laissèrent échapper un filet d'urine. Sur la voiture, les busards entendirent eux aussi le cri de la chose à l'étage et agitèrent nerveusement leurs ailes, décollant presque avant de retomber, tournant la tête les uns vers les autres avec des mouvements saccadés, comme s'ils voulaient se donner des coups de bec. Dans la zone de détention, toutes les cellules qui avaient été occupées étaient maintenant ouvertes et vides. « Ce gamin !» murmura la chose à la porte, ses mains blanches serrées sur son arme. « Ce sale petit drogué !» Elle resta un moment sans bouger, puis entra lentement dans la pièce. Dans son visage impassible, ses yeux balayèrent l'espace. Le chapeau remontait peu à peu, repoussé par ses cheveux. Elle avait beaucoup plus de cheveux que le propriétaire précédent du chapeau. La femme que Colin Tragan avait emmenée de la salle de détention et à qui il avait fait descendre l'escalier mesurait 1,70 m et pesait 60 kilos. La chose ressemblait à une très grande sœur de cette femme, 1,90 m, épaules larges, dans les 100 kilos.
Elle portait un bleu de travail qu'elle avait pris dans le magasin d'accessoires avant de revenir du puits que la compagnie minière appelait Serpent à sonnette numéro 2 et que les gens du coin appelaient le puits chinois depuis plus de 100 ans. La combinaison de travail était un peu serrée à la poitrine et aux fesses, mais c'était toujours mieux que les anciens vêtements de ce corps, aussi inutiles maintenant pour lui que l'étaient pour Helen Carver ses anciens soucis et désirs. Quant à Entragian, la chose portait son ceinturon, son badge et son chapeau, et aussi son automatique à la hanche. Bien sûr qu'elle le portait. Helen Carver était la seule autorité à l'ouest du Pécos désormais. C'était son boulot, et Dieu vienne en aide à quiconque tenterait de l'empêcher de faire du bon boulot. Son ancien fils, par exemple. De la poche de poitrine de sa combinaison, elle sortit une petite sculpture, une araignée taillée dans une pierre grise. Elle s'inclinait, comme ivre, sur la paume gauche d'Hélène. Une de ses pattes de ce côté avait été cassée, mais cela n'enlevait rien à sa laideur ni à son aspect maléfique. Des yeux de pierre, rouges du fer qui avait été cuit par un volcan des millénaires auparavant, saillaient, globuleux, au-dessus des mandibules ouvertes sur une langue qui n'était pas une langue, mais la petite tête au sourire sarcastique d'un coyote. Sur le dos de l'araignée, on distinguait vaguement la forme de ce qui aurait pu être l'instrument d'un violonneux. « Tac !» dit la créature, debout près du bureau. Elle avait un visage mou et épais, cruelle parodie du visage de la femme qui, 10 heures plus tôt, lisait à sa fille un livre illustré en partageant avec elle une tasse de chocolat. Pourtant, les yeux dans ce visage étaient vivants, conscients et venimeux. Ils accusaient une ressemblance hideuse avec les yeux de l'objet qui reposait sur sa paume. Elle le prit dans son autre main et l'éleva au-dessus de sa tête, à la lumière du globe de verre suspendu au plafond. « Tak, ha, wan, tak, hal, la, mi, him, ento, ento !» Des araignées jaillirent de l'obscurité de la cage d'escalier, des fissures du parquet, des coins sombres des cellules vides. Elles se rassemblèrent en cercle autour de la créature, qui lentement posa l'araignée de pierre sur le bureau. « Tak, mi, him, ento !» dit-elle doucement. Un frisson parcourut le cercle attentif des araignées. Il y en avait peut-être une 50aine, la plupart pas plus grosses qu'un grain de raisin. Puis le cercle se brisa, et elles s'écoulèrent vers la porte en 2 files. La chose qui avait été Helen Carver, avant que Collie Entragian l'emmène au puits chinois, les regarda partir et replaça la sculpture dans sa poche. « Les Juifs doivent mourir, dit-elle à la pièce vide. Les Mormons doivent mourir. Les fans de Grateful Dead doivent mourir. Les petits garçons qui prient doivent aussi mourir. » Elle leva les mains d'Helen Carver, et l'air pensif commença à tapoter la clavicule d'Helen Carver du bout des doigts, les doigts d'Helen Carver.